Évidemment, parmi les points qu'on veut aborder avec vous, il y a de partager avec vous notre position aujourd'hui par rapport au protocole d'accord, parce que jusqu'à maintenant, le collectif n'a pas donné sa position officielle vis-à-vis de ça. Également donner sa position vis-à-vis de où on en est dans l'avancée, dans le cheminement, et y compris dans les jeux politiques qui sont en train de s'orchestrer et de se dévoiler aujourd'hui, et en particulier les questionnements profonds qu'on a aujourd'hui sur la posture qu'adopte Madame Bateau sur ce dossier. Et aujourd'hui, très clairement, il y a un sentiment de trahison de la part d'une bonne partie du collectif. Et puis également dans les points qu'on veut aborder avec vous, on veut vous éclairer un petit peu sur la suite qu'on souhaite donner aux événements, et puis également un appel aux citoyens à se mobiliser par tous les moyens qu'ils jugeront bons, utiles, pertinents selon eux, pour continuer à aller auprès des décideurs, pour dire que en l'état, ce dispositif il reste inacceptable sociétalement. Il y a eu beaucoup trop gros compromis qui ont eu lieu et enfin un appel également assez solennel à ce que nos décideurs aient l'honnêteté intellectuelle et la franchise et la démarche tout simplement de se retourner aujourd'hui vers le monde scientifique pour avoir un avis éclairé, indépendant, objectif sur les effets réels que va avoir ou pourrait avoir ce protocole d'accord s'il était mis en application, avec derrière cette question sous-jacente: est-ce que le deal est à la hauteur des enjeux? Est-ce que le deal est à la hauteur des constats? Et assez clairement, aujourd'hui, le collectif est très conscient, ou en tout cas que le temps n'est plus à la politique des petits pas. Le temps n'est plus au jeu de cliquet auquel sont attachés certains des gens qui sont dans le tour de table sur le protocole d'accord. Aujourd'hui, le temps est à des actions, des engagements forts, lisibles, très clairs et avec non pas simplement une volonté simplement de limiter la casse, mais avec une ambition réelle. J'ai bien connu Ségolène Royal puisque j'étais élu lorsqu'elle a atterri dans les Deux-Sèvres. Et j'ai bien connu et je connais bien Delphine. J'ai beaucoup de sympathie pour elle et pour ce qu'elle a fait. Et là, véritablement, je ne comprends pas sa stratégie. Il y en a une sans doute. Mais de nous abandonner de cette manière-là, je considère, moi, en tant qu'ancien élu, que ça doit être une sacrée erreur. Mais j'imagine aussi qu'elle risque de perdre ce qui l'avait porté et ce qui avait fait qu'elle avait été élue la dernière fois. C'est que justement, sur le dossier des bassines, elle était très claire. Et là, bon, eh bien, elle nous abandonne. Elle oublie... On a des écrits, on sait ce qu'elle a dit à plusieurs reprises. Là, c'est véritablement... il doit y avoir de sacrés intérêts pour renier ses engagements et sa parole. Aller dire que ce protocole est bon et le maintenir, alors que la Confédération paysanne, par exemple, qui sont quand même pas des guignols et qui connaissent l'agriculture, ont de sérieux doutes sur le côté social de ce protocole et ont encore plus de doutes sur sa réelle application. Et même, à la limite, même si son application avait lieu, le contenu est tellement fade que quand on défend l'environnement, on ne peut pas considérer que c'est un grand pas en avant. C'est des engagements qui, à mon sens, ne seront jamais tenus. Parce que il y a déjà pas
Il n'y a pas de valeur juridique à ce protocole, ça n'est que du papier. Et puis si vraiment il y avait une volonté et de l'État, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit à la réunion de Frontenay, c'est peut-être pas bien de dire ça, mais j'ai pas confiance en l'État pour faire appliquer des règles, puisque je suis un vieux militant et ça fait 40 ans que l'État ne fait pas appliquer la loi sur l'eau. Alors peut-être qu'il faut se mettre à croire au Père Noël d'un seul coup, mais je ne vois pas pourquoi tout d'un coup cette préfète se mettrait à appliquer la loi. En plus, bon, les préfets, on sait qu'ils sont là pour 2 ans et après, c'est des nouveaux qui arrivent et il faut leur laisser le temps, ils ne connaissent pas les dossiers. J'ai pas confiance en l'État pour faire appliquer des règles comme la loi sur l'eau. Donc là, un protocole, ça fait sourire. Et j'ai pas confiance dans la Chambre d'agriculture non plus, je l'ai dit. Parce que si la Chambre d'agriculture avait vraiment la volonté de changer, eh bien, il pourrait le montrer sur le terrain. Il pourrait commencer par accepter ce qu'on demande, ce que Pierre Lacroix demande depuis des années, à ce qu'on remonte les seuils. Ce qu'on souhaite, nous, on n'a pas d'intérêt là-dedans. Hein. Moi, je ne vends pas ni des céréales, ni des petits pois, ni rien d'autre. Je n'ai pas d'ambition politique. Ce qu'on veut, nous, c'est que les sources coulent et que les rivières aillent jusqu'au marais. Parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça risque de ne pas s'améliorer avec le réchauffement climatique. Donc il serait grand temps, enfin, qu'on se mette à partager ce bien commun et public qu'est l'eau. Et dans les engagements ou les semblants d'engagement qui sont pris là, je ne vois pas dans quel sens on se mettrait à partager l'eau, puisque, je l'ai dit encore l'autre jour, c'est encore et toujours les mêmes qui continuent de se partager le peu qui reste. C'est peut-être un détail, mais on parle des gilets jaunes et puis des injustices et de la manière dont l'argent est distribué ou gaspillé. J'ai envie de le dire, 60 millions pour combien? Peut-être, on va être gentil, 200 irrigants. Et puis à côté, on a perdu, il manquait 9 millions pour les zones défavorisées. Pour les vrais agriculteurs, ceux 1200 agriculteurs, 9 millions pour 1200, on les a plus, et là on a 60 millions pour 200 mecs, pour 20% du monde agricole, même pas 20%. Là, si on veut vraiment préserver le milieu, si on veut préserver la diversité, c'est vers ces agriculteurs-là qu'il faut aller. C'est des vrais éleveurs d'ailleurs, qui sont sur de l'herbe, qui ne sont pas sur du hors-sol. Là, on n'a pas d'argent, vous voyez que là c'est des décisions politiques, et qu'il n'y a pas d'engagement officiel qui puisse nous faire confiance. J'ai dit aussi... on veille à essayer de tenir un petit peu le plan qu'on s'est donné. Je veux bien revenir sur les aspects très factuels qui aujourd'hui peuvent faire qu'il y a un sentiment de trahison qui s'est ressenti au sein du collectif. Et également pour répondre à la première question qui est qu'est-ce qui s'est passé vendredi, de nombreux militants du collectif sont allés interpeller la députée sur des points très précis et sur ses contradictions, et notamment entre ce qu'elle avait déposé à l'enquête publique en 2017 avec des positions très fermes, des lignes rouges qu'elle avait mis en place, dont s'est largement inspiré à l'époque le collectif. Ça a été un élément de réflexion fort pour agglomérer une opposition à ce projet-là. Et donc on est vraiment venu la questionner sur ces contradictions ou sur ses désengagements. Pourquoi elle perdait ses lignes rouges? Qu'est-ce qu'elle avait en face comme compensation? Enfin vraiment aucune agressivité, mais l'envie de comprendre. Donc à ce sujet-là, vous aurez reçu de Delphine Batho un tableau présentant les avancées entre le projet initial et le projet actuel. Et évidemment, l'ensemble des pressions sociétales, associatives, élues, font qu'aujourd'hui le projet est évidemment moins pire que le projet initial. Le collectif reconnaît qu'évidemment, par rapport au néant en termes de contrepartie sociétale qu'était le projet initial, heureusement que ça n'est plus tolérable et plus finançable. Néanmoins, on parlait tout à l'heure de l'urgence et du constat d'urgence. Quand des politiques publiques et des financements sont sur la table, on peut avoir l'ambition que les contreparties sociétales soient réelles et efficaces. Et donc par rapport à la trahison de Delphine Batho,
dans sa déposition et en conclusion, met en évidence ce qu'on a toujours dit, ce projet est fait à l'envers. Ce type de projet doit être la dernière roue du carrosse, elle ne le formule pas comme ça, mais vous aurez le document de référence. Ce projet doit s'inclure nécessairement dans un projet Dixit, le dépôt de... Et vraiment, je tiens sur les mots. Projet global, projet territoire global. Pour tout le territoire, sous-entendu tout le bassin de la Sèvre niortaise. Quantité, qualité, c'est-à-dire qu'on ne traite pas l'eau de la quantité et la qualité de l'autre, c'est une vision globale et un schéma global qui doit être déterminé pour tous les usages, et pas uniquement les usages agricoles, et dans les usages agricoles, pas uniquement l'irrigation. Et enfin, dans lequel les volumes prélevables seraient déterminés. Et au vu de tout ça, si au vu de ce projet de territoire, il faisait apparaître qu'après une large consultation du public, des forces en présence, localement, la bassine serait la solution technique pour maintenir des maraîchers et des éleveurs, c'est un tout autre chemin que celui qui nous est proposé aujourd'hui. Et donc, Delphine Batho a trahi le processus démocratique dont elle se faisait jusqu'alors la garante. Bassine Non Merci n'a jamais dévié de cette ligne-là et continue de réclamer auprès de la préfète, mais également auprès du ministre de Rugy, la mise en place d'un véritable projet de territoire, tel que défini dans la déposition de Delphine Batho, comme préalable, comme le demandait Delphine Batho, à toute application de quelques protocoles que ce soit. Et aujourd'hui, c'est important que vous, journalistes, vous le sachiez, moi je l'ai compris aujourd'hui, et vous allez aussi, pour certains, l'apprendre. Aujourd'hui, la règle, et ce qui est convenu entre la coopérative de l'eau, enfin les signataires, c'est qu'il n'y a pas d'application du protocole tant qu'il n'y a pas un coup de pelle. Là, on aurait pu espérer, pourquoi pas, une année blanche, pour voir si en effet les contraintes imposées aux agriculteurs étaient tenables, si elles donnaient des résultats, avant de justement mettre le moindre coup de pelle. Et on refuse le chantage de la préfète qui dit que c'est maintenant ou jamais. Évidemment que ça n'est pas vrai. Évidemment que toutes les décisions qui seront liées à présent, de manière générale, à l'aménagement du territoire, mais en particulier de l'eau, feront l'objet d'une attention toute particulière de la part des citoyens. Donc c'est nul et non avenu, et si elle a cru, et si malheureusement certains présidents d'associations ont inquiets qu'en effet ce soit le dernier round et que ce soit le dernier moment pour pouvoir discuter avec les agriculteurs, si c'est faux, c'est absolument faux, c'est impossible. À plus forte mesure, si De Rugy reste fidèle à ses dernières paroles, qui disent que ce type de projet géant, c'est fini, c'est d'un autre âge. Il faut aller vers les projets micro, vers les exploitations. Qu'à partir de 1er janvier 2019, si projet d'irrigation il y a, si projet de bassine il y a, c'est nécessairement dans le cadre des nouvelles règles et de la méthodologie qui sera définie suite au rapport Biche. Et donc évidemment, puisque M. Rousset est inquiet, et puis tout le monde est inquiet apparemment pour l'exemplarité de ce projet-là, puisque c'est un mot qui ressort souvent, ce projet n'est pas exemplaire. Et en particulier, n'est pas exemplaire dans la construction démocratique et le processus démocratique qui devrait s'appliquer. Et que, évidemment, quoi qu'il arrive, le collectif Bassine Non Merci ne se satisfera pas de cette économie de démocratie, ne comprendra jamais qu'un protocole s'applique alors que on a été le territoire où une cellule d'expertise a eu lieu et a compris que ce qui coinçait, c'était justement la démocratie. Donc, Rousset a raison, il n'y aura pas de consensus. Rousset a raison, il n'y a aujourd'hui pas de projet de territoire, donc comme lui aussi le réclamait. Rousset a raison également de s'inquiéter sur quelle agriculture ça développe,
et en particulier le fait que ça ne développe pas une agriculture céréalière pour l'exportation au port de la Palisse. Nous invitons les services de la région, mais également à vraiment scruter à la loupe le protocole et à s'apercevoir qu'il n'y a aucune garantie pour assurer cette ligne rouge de la région. La seule garantie aujourd'hui qui serait entendable, c'était celle qui était proposée par la Confédération paysanne, qui était de dire c'est 26 000 m3 maximum par exploitant. Et là, on sait qu'en effet, ce sont des projets qui sont conditionnés pour permettre le maintien de l'élevage et certainement pas pour transformer notre eau en marchandises sur le marché international. Sur les éléments de trahison, également de Delphine Batho, je m'arrêterai là. Le deuxième élément fort, factuel, c'est le fait que Delphine Batho se soit assis sur Dixit, son dépôt, un programme de plantation massif de haies sur le territoire. On peut démontrer par A plus B et continuer à démontrer à Madame Batho que ce protocole tel qu'il est fait, avec le fonctionnement des engagements optionnels en termes de biodiversité, que la haie n'est qu'une option parmi d'autres, que l'exploitant activera ou non, et que donc dans le résultat concret sur le territoire, on sera très 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 loin de cette exigence-là, qu'elle portait, que le collectif a toujours porté. Et c'est pour ça qu'on réédite notre proposition, notre vœu, que les élus et l'honnêteté intellectuelle de se retourner aujourd'hui vers les scientifiques compétents, et en particulier vers le CNRS de Chizé, vers les laboratoires spécialisés sur les sols et sur l'hydrologie. Bon, après cette présentation un peu générale du contexte actuel, on peut peut-être rentrer un peu dans les détails du protocole. Déjà, la première interrogation qu'on a, c'est qu'est-ce que ça va bien pouvoir apporter à un protocole qui concerne 12 à 15% des exploitations du territoire, c'est-à-dire celles qui irriguent, et qui représente en termes de surface agricole entre 6 et 20% du territoire. Qu'est-ce que des actions sur ces surfaces-là vont bien pouvoir améliorer en termes de qualité et de quantité d'eau sur le territoire, quand on sait que l'ensemble des pratiques agricoles du territoire en particulier vont avoir un effet sur la qualité de l'eau et sur le fonctionnement hydrologique de notre territoire. Sachant que d'autant plus, il n'y a pas d'objectif chiffré en termes de surface à engager sur chaque exploitation irrigante. Ça, pour l'instant, c'est une grande inconnue, c'est pas précisé dans le protocole. Après, si on regarde dans le détail quels sont les engagements qui sont proposés dans le cadre de ce protocole, c'est là que ça devient très problématique. Donc il y a plusieurs niveaux d'engagement. Le premier engagement qui est un niveau obligatoire pour l'ensemble des irrigants. Donc ça se limite vraiment qu'aux irrigants. Pour tous les irrigants, les premiers engagements obligatoires, c'est d'adhérer à la COP de l'eau et de s'engager dans la mise en place des actions qui sont prévues dans ce protocole. Avec ça, il y a un diagnostic d'exploitation qui va être sur la qualité, la quantité d'eau. Enfin voilà, pour l'instant, le contenu du diagnostic n'est pas encore défini. Il n'y a que des orientations. Et troisièmement, des formations sur le pilotage de l'irrigation, sur l'agroécologie et sur les techniques alternatives à l'utilisation des pesticides. Donc ça, c'est le socle obligatoire pour tous les irrigants. Ensuite viennent 3 listes d'engagements complémentaires qui vont être activées selon le pourcentage de surface de l'exploitation qui sera engagé en agriculture biologique, en label haute valeur environnementale de niveau 3 ou encore en mesure agro-environnementale et climatique. Donc en fonction du pourcentage dans ces différents engagements de la surface de l'exploitation, les irrigants vont devoir activer des pratiques au choix dans 3 catégories d'engagements complémentaires. Donc ces catégories d'engagements complémentaires, elles portent
D'une part sur la réduction des produits phytosanitaires, d'autre part sur l'évolution des pratiques culturales et enfin sur des mesures qui favoriseraient la biodiversité. On nous dit que tout ça va amener les agriculteurs à mettre en place des pratiques agroécologiques sur le territoire. Bon, c'est là que le bas blesse, parce que l'agroécologie, c'est un concept qui est censé allier des pratiques agronomiques, des pratiques bénéfiques à l'environnement et des interactions réciproques entre les deux, et également un volet social. C'est un ensemble. L'agroécologie, c'est un tout, en fait. Et là, aujourd'hui, on nous propose au choix quelques mesures parmi des listes. Et l'agroécologie, c'est pas ça. D'autant que le volet social, il est quasiment absent là-dedans. Donc, par exemple, si on veut regarder un petit peu ce qui se passe pour la réduction des produits phytosanitaires, donc il y a une liste de 5 actions. Et à chaque fois, c'est des « ou ». Soit une action, soit une autre, soit encore une autre. Alors, en fonction du pourcentage d'exploitation qui serait en bio, en HVE3 ou en MAEC, les irrigants vont avoir à choisir soit 0 action dans ces listes, soit au moins une action ou au moins 2 actions. Sachant que c'est les agriculteurs conventionnels qui auront le plus d'actions à mettre en œuvre. Et au mieux, c'est 2 actions par liste. Pour la réduction des produits phytosanitaires, donc les mesures qui sont proposées, c'est donc soit réduire l'IFT, donc c'est l'indice de fréquence de traitement, pour tendre vers la référence régionale des réseaux défis. Les réseaux défis, ça a été mis en place dans le cadre du plan Éco-Phyto. Sachant qu'aujourd'hui, on ne nous a pas précisé quelles sont les références actuelles de ces réseaux-là. Pour 2012, par exemple, alors là, on demande une réduction, de tendre vers l'IFT par culture du réseau régional défi. Pour 2012, on avait une référence d'IFT défi qui était globale pour l'ensemble des cultures et qui était à 4, IFT de 4 pour les conventionnels, les grandes cultures, pardon, et 3 et quelques pour les exploitations en polyculture élevage. Là où la Confédération paysanne demandait d'approcher des IFT de 1,5. Donc aujourd'hui, voilà, on doit tendre vers un indice qui n'a pas été précisé dans le cadre du protocole et il faudrait aller fouiller dans les références du réseau défi pour savoir où est-ce qu'on veut nous emmener. Sachant que tendre vers, c'est pas non plus quelque chose d'objectif donc voilà, c'est pas chiffré. Et toujours, je rappelle, on ne sait pas combien de surface de l'exploitation va être engagée dans cette mesure-là. Sinon, au choix, on peut choisir de mettre en place des corridors écologiques qui correspondent à des zones de non-traitement sur des zonages prioritaires, sachant que tout ça, là encore, c'est pas défini. On ne sait pas ce qui va être mis en œuvre. Alors, ça s'appuierait sur une nouvelle réglementation qui pourrait voir le jour qu'à partir du 1er janvier 2020, sur la protection des zones habitées en particulier, pour définir des périmètres de protection autour des zones habitées. Mais là encore, quand on regarde les textes de cet article du Code rural, qui n'est pas encore en vigueur et pour lequel le décret n'a pas été sorti, en fait, c'est encore conditionné à quelques produits phytosanitaires. On ne sait pas lesquels vont être vraiment concernés. S'il y a des protections pour les riverains, ça ne sera pas mis en place. On ne sait pas, là encore, non plus, ce qui est considéré comme une protection ou pas. Est-ce que s'il y a une petite haie de 40 cm de large, ça suffit pour protéger les riverains concernant cette loi ? Bon, tout ça est très très flou, quoi. Les autres mesures sur les produits phytosanitaires, c'est une rotation de 3 cultures sur 5 ans. Donc là, on peut s'interroger sur la pertinence agronomique de cette mesure. On peut faire beaucoup mieux en termes de rotation. Est-ce que c'est ça qui va permettre de baisser les IFT ou l'utilisation des produits phytosanitaires ? Il y a encore une grande incertitude parce que si on fait maïs-blé, orge, maïs-blé, on a une rotation de 3 cultures sur 5 ans. Est-ce qu'on a changé grand-chose ou pas ? C'est pas sûr. C'est encore pire si jamais dans cette rotation on a du colza qui est encore plus gourmand en produits phytosanitaires
ou des cultures sous contrat comme les semences ou les légumes qui, s'ils ne sont pas bio, utilisent plus de produits phytosanitaires que le maïs, le blé ou l'orge. Donc là encore, on avance à l'aveugle. Et puis pour finir sur les produits phytosanitaires, pour que la liste soit complète, on a aussi, toujours dans ces possibilités, dans les choix, on a conservation des sols. Ouais, agriculture de conservation des sols, exactement. Qui jusqu'à aujourd'hui utilise... Est-ce que je peux interrompre? Ouais. Il se trouve que en ce moment, c'est un ensemble, à la fois il y a des journalistes qui vous interrogent, à qui vous parlez, et en même temps c'est filmé. Et il se trouve que ce document va compter sur la question du rapport de force. Et donc je pense, avec le recul qu'on a tous là, Ouais. qu'il est approprié de dire qu'il faut que quand quelqu'un parle, les corps qui sont aux côtés, d'accord, portent l'individu qui parle, parce que pour chacun, on sait la difficulté que c'est d'avoir quelque chose à dire. Comme vous ne notez pas pendant qu'il cause, du coup, on ne comptera que sur la... Moi, je ne suis pas participant à votre idée. Je suis désolé, je vais demander en conférence de presse. Je sais pas. Alors, je ne m'adresse pas à vous, mais ici. Ah oui, je suis désolé, on n'est pas censé jouer le jeu. Non, mais je dis ici, mais du coup, ne le prenez pas pour vous, puisque je dis là. Donc, juste ça, ok? Moi, je veux bien intervenir vite fait. Vous avez vu là, le travail qu'on est en train de faire et que Marion est en train de faire. Évidemment, c'est technique. Évidemment, qu'est-ce que vous allez en sortir? Pas évident. Alors, Marion a fait un travail de fond que vous avez dû recevoir. Hein, c'est toujours pareil, la quantité de documents, etc. Mais ces documents existent. Ils sont creusés, fouillés. C'est un gros dossier. Hein, mais c'est typiquement, c'est là que ça montre le besoin impérieux d'avoir une lecture objective par des scientifiques. Simplement faire la méthode, si je peux me permettre. C'est bien, vous connaissez l'exercice par cœur. Nous, on est soumis à l'exercice de synthèse, Bien sûr. qui est très frustrant pour nous. Hein, Bien sûr. Mais si vous avez un site sur lequel on peut renvoyer, sur lequel on peut retrouver ce type de comparatif, c'est idéal pour nous. Oui. On n'a pas les moyens Bien sûr. en surface, en technique, en compétences, pour rapporter tous nos propos qui sont hyper précis. Idéalement, il faut qu'on renvoie sur éventuellement un site sur lequel il serait. Eh ben, vous... Ça serait tellement plus pratique. Et nous, on a vos commentaires. Je les reprends. On mettra tout le travail du collectif en ligne sur le site internet qui est www.bassinenonmerci.fr. Vraiment, c'est la mécanique qu'il faut dénoncer. La mécanique, et d'ailleurs le simple fait que Marion le fasse, ça donne le même effet. C'est un très beau catalogue avec plein de mesures qui ont plus ou moins d'intérêt et plus ou moins d'efficacité. Mais toute la mécanique est dans le où, là où tout le monde sera en droit d'attendre des et. Et on l'a déjà dit, mais on le redit, vous prenez ce protocole et tout devient obligatoire, et on a ce qu'on réclame complètement. On se donne les moyens de ne pas faire une politique des petits pas, mais vraiment, sur ce territoire-là, de complètement prendre conscience des enjeux et de mettre les actes en face. Et c'est tout l'œuvre d'une négociation, d'une subtilité et de l'enfumage. Et évidemment qu'aujourd'hui, on a des maires qui, s'ils avaient le temps, l'éclairage technique, la vie scientifique et tout le boulot qu'on fait de fond, hein, on y passe nos nuits, et ne signeraient pas, ou verraient de manière très claire l'entourloupe qui vise, mais on a déjà utilisé, à habiller en vert un projet qui a vocation à pérenniser sur ce territoire une agriculture injuste socialement, injuste en termes de partage des ressources que sont l'eau, la terre, et puis maintenant on est en train de nous parler de l'énergie, et en effet il y a un vrai écueil à ce que cette énergie de demain ne soit que dans les mains de quelques-uns. Donc oui. Je voulais rebondir parce qu'effectivement c'est très technique, on sent que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Il y a effectivement la signature qui est prévue prochainement. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un véritable espoir de changer la donne, de convaincre
justement les gens qui hésitent. Quel est le travail là justement que vous allez faire? Il vous reste 15 jours, 3 semaines pour changer. Voilà. Est-ce qu'on est sur un baroud d'honneur, j'allais dire, ou est-ce que justement pour vous il y a toujours l'espoir de changer les choses? Et puis si je peux me permettre, quelles actions vous avez Et voilà, pour ça aussi. Ça, on a un peu le tour de ça. Quelles sont les marges de manœuvre qu'on a aujourd'hui? Quel espoir on a en effet? Alors c'est vraiment très important, vous posez la question en ces termes-là, parce que où on en est du processus aujourd'hui, le protocole retourne vers tous les signataires potentiels. Et donc à ce jour, il est trop tôt pour dire que le protocole va être signé par toutes les parties. Et même on peut vous le dire assez clairement, il y a très forte chance qu'il y ait des parties qui ne signent pas. Donc que la belle mécanique de la préfète se désagrège, puisque la région attend un véritable consensus. Et nous, on portera jusqu'au bout le fait qu'un consensus où la société civile est exclue, et sur un prétexte quand même super fallacieux. Je me demande ce qu'un garant, ce que la Commission nationale du débat public, comment elle considérera le fait qu'on exclut de la table des négociations un collectif parce qu'il a eu l'outrecuidance d'informer des citoyens qui allaient vendre leurs parcelles pour faire des bassines qui ne s'en remplissent pas avec de l'eau de pluie. En quoi c'est déloyal? En quoi notre démarche entache-t-elle la qualité du débat public? En quoi ça justifie une exclusion? Donc avec ça, on ira jusqu'au bout. Elle n'est pas passée, la pilule. Madame la préfète, je ne sais pas comment elle dort avec ça. Mais nous, on dort mal avec ça. Ça nous... Si on se permet de montrer ça, c'est qu'en effet, il y a une colère qui commence à être partagée. Il y a une colère d'avoir le sentiment d'être déconsidéré et méprisé, alors que jusqu'à maintenant, les seuls moyens qu'on a utilisés, c'était les manifestations en famille, avec la bonne humeur, le travail technique et respectueux et attentif, avec la diversité des propos des autres. On n'a jamais été agressif envers quiconque, déterminé assurément, mais le mépris de la préfète il fait mal. Il fait mal à la démocratie. Il fait mal aux citoyens qui se battent depuis 1 an. La position de Delphine Batho qui nous trahit au dernier moment, ça fait mal à la démocratie. Et on espère que, peut-être que dans ce débat-là, c'est peut-être les présidents, les adhérents des associations de protection de la nature qui vont être les derniers garants de la démocratie, à condition qu'on ne s'aperçoive pas rétroactivement que, là aussi, les règles n'ont pas été biaisées, qu'on fera le tri également des associations qui ont eu le courage de se retourner vers l'intégralité de leurs adhérents et de poser clairement et jouer le rôle de l'information et du débat contradictoire avec ceux qui auront considéré que ça n'est l'avis que de quelques-uns qui prévaut. Et là aussi, on faudra faire la part des choses. L'avis des APNE, s'il n'est pas lié à un avis éclairé scientifique et juste un avis de citoyens qui agissent dans les CA, il ne faudra pas nous dire que c'est une caution scientifique, ça. C'est pas ça une caution scientifique. Une caution scientifique, c'est une caution avec des scientifiques qui sont indépendants. Ils n'ont pas maille à partir avec la préfète, les services de l'État quand il s'agit de travailler sur d'autres dossiers. Une indépendance d'esprit, pas de... Vous voyez un petit peu où je veux en venir. C'est important la représentativité. On assiste à l'Observatoire de l'eau depuis des années. Il y a des gens qui défendent l'eau, la pêche et d'autres, mais ils sont en minorité. Eh bien, on peut imaginer, et c'est déjà le cas, que même si des règles pouvaient être vérifiées et contrôlées, la constitution de cette commission, de cet observatoire, il y a de quoi avoir les doutes. Même Pierre Lacroix, avec qui je parlais ce matin, je dis, mais tu seras minoritaire. Tu auras des arguments, mais tu seras encore minoritaire. Donc, la démocratie... C'est une étape, Jean-Jacques. Il y a une étape de franchie. C'est quasiment perdu sur les revendications d'origine du collectif.
pas de bassine et puis on fait un projet de territoire. Il y a eu des alliances malheureuses, elles sont là. Et donc, ce protocole va être signé, ça fait aucun doute. Seulement, il va être signé par la Chambre d'agriculture, les agriculteurs, les coopératives agricoles, donc des gens qui ont quand même des intérêts très très importants dans ce milieu-là. Et on peut considérer quand même qu'il y a quelque part un défaut. La préfète s'est trompée sur le dossier. Les experts ont tout rectifié. Il y a encore plein de trous. Mais il fallait quand même passer le dossier. Donc ce dossier-là va passer. Un arrêté préfectoral va être modifié. On ne sait pas encore dans quelles conditions. Et on ne connaît pas le contenu. Rien ne serait changé pour 2019. Donc déjà, ça commence à nous faire, ça nous inquiéter, puisque le coup est parti, il est trop tard. Les mesures se mettraient en place qu'en 2020. Il va y avoir une première tranche. Si on considère que le protocole va être signé, si on considère que l'arrêté préfectoral va être modifié dans sous une forme, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer parce qu'il y a quand même des modifications importantes, il va y avoir une première tranche. Et là, ça va être l'épreuve du feu, puisque cette première tranche, elle va concerner 3, 4, 5 bassines, je ne sais plus où, je ne sais plus dans quelles conditions. On ne sait pas pour qui, on ne sait pas sur quelle surface, et on ne sait pas comment vont être appliquées les mesures. L'établissement public du Marais Poitevin, l'organisme unique de gestion, le plan annuel de répartition hiver, répartition printemps-été, quel volume. Et là, on ne sait toujours rien. Donc, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, je me pose plus de questions sur la députée. Et elle est en campagne et s'est fait la campagne sur le dos des paysans. Et avec ce dossier-là, c'est un peu dommage. Mais maintenant, on rentre dans la phase technique. S'il y a quelque part des chantiers qui démarrent, ça ne va pas être avant 2019. Il va y avoir une première tranche. Si l'État, et là on attend aussi les politiques quand même, ne sont pas capables de mettre en place la totalité des mesures qui ont été prévues, avec les contrôles, les suivis, les bilans, avant de commencer une deuxième tranche, je pense que tout le monde aura tout perdu. Voilà, alors on peut avoir un peu d'espoir sur ce qui va se passer par la suite, sauf à ce que des associations maintiennent le recours et fassent annuler, puisqu'il y a quand même des motifs très très importants et une jurisprudence constante sur ces dossiers-là, jurisprudence qui a été appliquée à des irrigants qui sont là sur le bassin du Mignon en Charente-Maritime, avec 1,5 million de mètres cubes, et c'est là qu'on a beaucoup de craintes, parce qu'on a une expérience assez néfaste de l'installation de 5 réserves et des suites sur les pratiques agricoles qui sont complètement maintenues et quelquefois aggravées, et qui, si ça doit servir d'exemple, ce sera assez catastrophique. Donc il faut que ce dossier soit récupéré, qu'il soit englobé dans la machine, et que cette première tranche, si elle est faite, je sais pas, on a toujours un peu d'espoir et quelques billes quelque part, encore quelques cartouches quand même. Si cette première tranche est faite, ça va être l'épreuve. Et là, je pense que tout le monde va être mis devant ses responsabilités sur le fait que à la fin de l'année 2019 ou 2020 ou 2021, on va mesurer les choses. De combien les ventes de pesticides ont diminué dans les Deux-Sèvres. Entre 2016 et 2017, elles sont passées de 900 à 1030 tonnes. Donc ça veut dire que de 2016 à 2017, dans les Deux-Sèvres, il y a eu une vente des molécules chimiques pesticides agricoles qui sont passées de 887 tonnes à 1030 tonnes. Calcul fait hier et ce matin pour le confirmer. Les Deux-Sèvres sont passés de la 27e place à la 30e place. De la 30e place à la 27e place. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où ces tonnages-là, puisqu'on n'a jamais pu avoir les chiffres, même en commission locale de l'eau, Savigny-Orthez, Marais Poitevin, jamais on n'a pu avoir les chiffres des molécules chimiques vendues pour l'agriculture dans les Deux-Sèvres, sur les territoires du parc naturel de la zone humide du Marais Poitevin. Donc c'est assez extraordinaire.
On n'a d'ailleurs pas plus les chiffres des volumes prélevés sur les forages des irrigants qui vont être connectés aux bassines. Refus systématique de la préfecture de les communiquer depuis le mois d'avril 2018. Donc la préfète est hors la loi, elle va se retrouver au tribunal pour non-communication de données environnementales, c'est assez grave. Moi je trouve que c'est pas sympa. Donc on se pose des questions sur la transparence dans le futur. Donc l'épreuve du feu, ça va être l'expérimentation, si elles se font sur ces premières bassines, premières tranches. Là, je pense que ça va être assez sérieux et qu'on va avoir des déconvenues extraordinaires, puisque si on continue à monter les pesticides dans le département, je ne vois pas comment on va pouvoir les baisser de 50%, comme dit Bretagnol au CNRS, en 2 ou 3 ans. Ça va être quasiment impossible. L'exemple, il n'est pas là. On a des bassines à côté qui nous montrent que les gens continuent à faire ce qu'ils veulent. Et quand même, il ne faut pas être trop naïf, c'est si ce protocole va être signé, ça veut dire que la totalité des irrigants, sans contrainte extraordinaire, vont pouvoir y souscrire. Marion a dit ce que c'était, on a fait l'analyse, quasiment la totalité des exploitations vont pouvoir rentrer dans le dispositif tellement c'est peu contraignant. Donc la préfète disait, c'est tout ou rien, c'est la peste ou le choléra, c'est on fait le protocole ou vous n'aurez rien et on se continue la situation actuelle. Mais non. Puisque si on met le protocole en place, on fige une situation au contraire, et on risque de ne plus rien améliorer, parce que les gens vont se contenter de ce protocole. Il y a de l'autosatisfaction, c'est bien enrobé, c'est enjolivé. Le problème, c'est que, moi je prends le pari, ça va pas fonctionner, il n'y aura pas de plantation de haies, ou très peu, il n'y aura pas de diminution des phytosanitaires, parce que c'est quasiment impossible dans la situation actuelle avec les engagements. La qualité de l'eau, je veux dire, on a oublié un captage d'eau potable, c'est quand même assez extraordinaire. Et le dossier à la fin, le dossier de l'enquête publique à la fin dit, les modèles mathématiques n'ont pas été capables d'apprécier l'incidence sur les zones humides et sur la qualité de l'eau potable. Et là-dessus, l'ARS n'est pas très contente quand même. Voilà, en gros, la suite du dossier. C'est peut-être une phase qui est très critique pour les gens qui s'opposaient aux bassines, mais qui ont toujours dit qu'ils ne s'opposaient pas à l'irrigation dans un certain nombre d'exploitations agricoles pour les paysans. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Ce projet démesuré risque de commencer dans les conditions dans lesquelles il était prévu ou très peu amélioré. Donc c'est un peu décevant. On est triste, mais la suite va nous réserver des surprises. Vous semblez clairement résigné, mais est-ce qu'il y a des actions qui sont... C'est ça. D'ici le 18, on appelle toutes les personnes qui ont suivi le mouvement jusqu'à maintenant à reprendre le flambeau, à se retourner vers leurs élus, à se retourner vers les associations dont elles sont membres, à prendre toute initiative qui jugeront bonne pour continuer de peser. Aujourd'hui, moi j'ai pas le pessimisme de Patrick. Il est encore temps, je pense, d'inverser la tendance, et notamment l'enjeu de la région. C'est un gros enjeu. Et la région, il n'est pas du tout sûr qu'elle finance. Et là, il y a un jeu de choses-trappes, parce qu'on sait pertinemment que si la région ne finance pas, les coopératives agricoles seront derrière. Et on ne comprend toujours pas la place de ces coopératives. En quoi un organisme privé comme ça, qui jusqu'à maintenant a basé son business sur les phytos, les engrais, etc., en quoi ont-ils une légitimité dans le débat à représenter quelque intérêt général que ce soit? Et évidemment que si la région ne finançait pas, et que dans le plan de financement, ce sont les coopératives agricoles qui venaient, l'acceptation sociétale, et puis vous voyez bien, ça ne passe pas. Et c'est ça, aujourd'hui. On sait qu'il y a une espèce de morgue de la part de la coopérative de l'eau à dire, de toute façon, on s'en fout, il y a des trucs, on ne va pas y aller, parce que ça conditionne le financement de la région. La belle affaire. La belle affaire. Donc, ça, la région, il n'y a rien d'arbitré. Il faut être très très clair là-dessus. Très très clair. Et tous les communiqués des différents... Voilà. Donc la bataille de la région n'est pas perdue. Et si M. Rousset tient ses lignes rouges, ses 4 lignes rouges, et va jusqu'au bout de sa démarche, le protocole ne répond pas du tout aux 4 lignes rouges qu'elle avait mises. Donc je ne suis pas défaitiste. Très concrètement, on appelle les citoyens d'ores et déjà à se mobiliser pour le 18 décembre devant la préfecture, comme on l'a fait à chaque fois que des décisions ont été prises sur ce thème-là. Et avec un visuel, je pense qu'on peut l'annoncer dès maintenant, on va inviter les gens à devenir les haies,
venir avec un code. On va venir symboliser les haies qu'on espère voir replanter. On va protéger ce territoire. Voilà. Donc, également, on va participer à toutes les réunions publiques et relayer auprès des sympathisants et des gens qui suivent BNM de toutes les réunions publiques qui auront lieu sur le thème. Et il y en a déjà un certain nombre qui se pointent à l'horizon. A priori, il y en a une le 11 décembre à Muret. Il est question que Delphine Bateau conduise de nouvelles réunions de circonscription comme elle l'a fait. On relaiera, on continuera à interpeller. Il y a une clé de sage le 10 décembre. Et évidemment que la clé de sage, elle a un rôle fondamental à remplir aujourd'hui, puisque elle est la seule habilitée à pouvoir conduire un véritable projet pour tout le territoire. Il va falloir qu'elle se positionne là-dessus. Et puis également, elle va devoir entamer le travail justement sur la définition des volumes prélevables dans l'année qui vient. Donc, et pour une fois, c'est des réunions publiques à laquelle tout le monde peut assister. Et pour une fois, et contrairement à ce qu'on avait demandé à la préfète, donc c'est public. Et puis les retranscriptions, elles sont fidèles à tous les propos qui ont été tenus. Il n'y a pas une réinterprétation par des techniciens ou des réécrits. Enfin, il y a tout cet enjeu-là. Hein. Quand je parlais tout à l'heure du processus démocratique qui est malhonnête, qui est tronqué, c'est tout ça. Toutes ces malhonnêtetés-là qui... En fait, moi, je vais vous dire, moi, ça me fait gerber. Ça me fait gerber, ces manières de faire. Il y a de la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas des manières de faire. On n'en est plus là, quoi. Comment ? Eh ben, on n'avait pas l'info. 9h. À Muret, c'est 18h et la clé, c'est... Et puis pour... C'est 9h30. On a également une action... comment dire tout en restant sur les modes non violents, et on n'agressera jamais les personnes, et on a un respect pour... on mènera aussi d'ici là d'autres actions symboliques, fortes, mais qu'on ne vous annonce pas aujourd'hui. Le 8 décembre, il y a la marche pour le climat, absolument, qui va être un moment également pour aller refaire le point et remobiliser les gens sur où on en est sur ce projet-là. Et puis il y a un truc qui est évident, puis qu'on ne peut pas annoncer aujourd'hui, là aussi, c'est la réaction de tout un chacun au 18 décembre, si ça va au bout. Moi je dirais que la première pelleteuse elle n'est pas rendue. On a toujours dit à la préfète que le collectif sera l'outil légal, sera l'outil collectif mais ensuite aujourd'hui on lance un appel à la résistance citoyenne, et le 18 décembre si ça continue comme ça, on appellera à la désobéissance civile, évidemment. Et qu'évidemment, si la préfète elle a la crainte qu'une ZAD puisse émerger sur ce territoire, je l'entretiens dans ses craintes. Je la confirme dans ses craintes. En plus, on a déjà le jeu de mots. La fameuse... les 5 bassines illégales. Les 5 bassines dont aujourd'hui, alors qu'elles sont sur le bassin du Mignon, hein, Blalaigne, Cran-Chaban, la Grève. Donc c'est clairement sur le territoire concerné. 5 bassines illégales, confirmées par la Cour d'appel. Aujourd'hui, c'est quoi la réponse ? C'est quoi le statut de ces bassines-là ? Ces bassines, elles appartiennent à une organisation qui s'appelle l'ASA des Roches. Vous l'avez, le jeu de mots ? Ben, ce sera évidemment, si l'État n'est pas en mesure d'apporter une réponse claire sur le devenir de ces 5 bassines, la première cible d'une action qui s'appellera la ZAD des Roches. Je ne sais pas si elle sera portée au nom du collectif, mais il y aura des citoyens qui la porteront. Moi, je voulais rajouter un petit truc là pour enfoncer le clou sur le côté folklorique du protocole. Il annonce des ambitions qui sont énormes. Améliorer la qualité de l'eau, améliorer la biodiversité, la santé humaine et compagnie. Il faut savoir que dans ce protocole, qui s'occupe principalement de la gestion de l'eau, il n'y a aucune mesure
d'économie d'eau dans les engagements obligatoires que les irrigants vont devoir prendre. C'est des mesures qui sont sur une base purement de volontariat. Donc aujourd'hui, on sait qu'on n'améliorera pas les choses si on n'aura pas une réflexion agronomique sur la qualité du sol, la fertilité du sol, son fonctionnement. Il n'y a rien là-dessus. On sait que les aménagements paysagers, les haies, les talus, de favoriser l'infiltration dans les nappes, on sait que si on ne va pas là-dessus, on n'améliorera pas la gestion de l'eau globalement sur le territoire. Il n'y a rien là-dessus. On reste sur des logiques où on draine, on a fait les remembrements, on a arraché les palisses, on a drainé l'eau à outrance, et aujourd'hui on reste sur des logiques comme ça. Comment on va pouvoir améliorer la situation en termes de quantité si on ne revoit pas toutes ces choses-là d'un point de vue global à l'échelle du territoire? Il n'y a rien là-dessus. Idem pour ce qui est de l'efficacité du matériel d'irrigation, ça reste de la base de volontariat. Donc voilà, c'est un exemple sur toutes les incohérences qui sont dans ce protocole qui est présenté actuellement comme la solution miracle. On en est bien loin.